Bienvenue On va deux pieds. dans le... Ben, on n'est pas dans un ruisseau pas tout. Dans la cuisine d'été de la Ruelle à Saint-Siméon de Bonaventure. Ouais, on n'est pas dans un ruisseau. Puis je pense qu'on est content de ne pas être dans un ruisseau là. Hey boy. On est avec Ariane. On va tout de suite t'inclure, là, parce que là, pauvre toi, t'es là, t'attends comme si ça allait être officiel, mais ça fait une demi-heure qu'on parle, on rit, puis que j'arrête pas de dire, faudrait qu'on pèse sur record, c'est bol. Hey, bonjour. Ariane. Merci de m'accueillir, pas dans le ruisseau, mais dans cette sorte de, je sais pas, cabane. C'est une cuisine d'été. Elle a dit pavillon. Pavillon. Oh oui, ça, Ah ce ouais, serait c'est le mot beau, littéraire choisi. Ah ouais. Merci de m'accueillir dans ce pavillon avec le crépitement des flammes qui, je l'espère, nous entendront. Voilà. Parce qu'il y a un feu qui nous garde qui est un là. petit peu au chaud et qui quand fait même. fondre l'imperméable de Mathieu. De Mathieu. Mathieu qui a mal au dos. Oh non. Fait que ça fait un massage en même temps. Tout va bien. Spécial Salon du Livre. On est rendu au 3e épisode d'une de série 4. de 4. Et peut-être un bonus 5, parce qu'il y a une autre autrice, pardon, ça se dit mal, il y a une autre autrice qui va venir demain matin, qui est la tante d'une amie. Fait qu'on va faire un petit bonus. On peut quand même juste, avant de commencer, nommer qui qu'on a rencontré. Peut-être Oui. qu'il y en a qui attrapent juste celui-là, mais dans la série, à date, hier, on a rencontré Fanny Demel, Hugo Meunier. Meunier, On est avec Ariane Gélina Oui. et lui qu'on n'a pas fait encore, mais qu'on fait après, Guillaume. Morissette. Hey, on est tellement officiel. Oui, mon Ah oui, confrère de Trois-Rivières, en plus, C'est vous avez amené la Mauricie massivement au Salon du Livre de Bonaventure. La Mauricie vous remercie. Ben, moi, j'ai appris hier que le Salon du Livre de Bonaventure, pour moi, un Salon du Livre, c'est un Salon du Livre. Tu vois, là, il y a des livres, il y a du monde. Ça s'arrête pas mal. Là. C'est comme une bibliothèque où tu te dois te parler. Puis il faut que tu payes tes livres. C'est comme, finalement, une librairie. C'est ça. C'est quoi t'avais dit? Ben là, Tu vois, il n'y a T'as même pas fait besoin de nous. Ben non, Il y a 3 personnages dans sa tête, puis ils s'échangent des affaires. On Donc, se parle. les 3 personnages ont fait des apprentissages, c'est ça que tu allais nous dire? ben, mais hier, oui, ils ont appris, ces trois-là, que c'est un salon d'auteurs Oui, en effet. et d'autrices, mais moi, je pensais que c'était tout le temps ça. C'est quoi la différence entre, mettons, le salon de Montréal au-delà du nombre de personnes, là, parce qu'on s'entend, il y a probablement moins... Ben, pas probablement, il y a moins de monde ici, mais c'est quoi la différence entre le salon de Montréal ou de Rimouski puis le salon d'ici, de Bonaventure? Ben, la réponse la plus courte, ce serait des kiosques d'éditeurs. C'est là la différence. C'est que dans les salons du livre, que ce soit Montréal, Rimouski ou Trois-Rivières, là, qui est mon salon, les éditeurs vont acheter des kiosques et ils vont gérer les auteurs qui vont être présents. Mais dans un salon d'auteurs, c'est le salon du livre qui approche les auteurs et qui vont être présents soit à des tables et puis gérer eux-mêmes leur propre vente de livres ou encore travailler avec la librairie. C'est mon cas, par exemple, au Salon du Livre La de librairie Bonaventure. de la place ici, là. Exactement. Libère, Ouais, librairie travailler Libère. avec la librairie Libère. Donc, je vais avoir une table et puis on s'attend et on m'a demandé d'être présente le samedi et dimanche toute la journée, sauf quand j'ai des tables rondes, là, parce que je ne suis pas omnisciente. Donc, je vais être là de plus ou moins de 9 à 5. Je pense que dimanche, c'est 9 à 3. Pour justement là, parler de mes livres et puis aller à la rencontre des lecteurs et des lectrices, alors que dans tous les autres salons du livre, tu as des heures que ton éditeur va t'attribuer. Donc, ça va être tout au plus 1h30 ou 2 heures successives. Puis, il y a d'autres auteurs, la même maison d'édition, d'autres autrices qui vont être planifiées. Puis, parfois même, on se retrouve comme 3-4 en même temps au kiosque de la maison d'édition. Donc, OK. la différence principale, ça serait, pour résumer, je pense que c'est lié au kiosque d'éditeur. OK, Quand mais là- tu Ouais, dis que tu excuse. travailles avec la librairie Libère, c'est que c'est pas toi qui vends tes livres à table, mais tu dis, tu les amènes au kiosque de la librairie. Ben, ils ont Ça? une caisse. C'est ça. De les amener à la Toi, t'as à pas la de caisse. Toi, tu C'est gères ça. pas... C'est pas toi qui vends là, tes livres. Non, Ok. pas dans ce contexte-ci. Ouais, Remarquez, ça, je pourrais le faire ou je l'ai fait avec d'autres chapeaux professionnels là, qui ne sont pas celui d'autrice, là, Ouais. mais dans le cadre du travail. J'ai déjà travaillé dans l'édition, par exemple. Mais je suis vraiment réjoui quand même de ne pas avoir à amener mon square et puis à gérer Oui, tout ça. quand même. Oui, j'avoue. Ouais. Ça fait du bien. Mais parce que ça doit être quand même assez demandant. Là. C'est beaucoup d'heures à être là, disponible, jaser avec le monde, ce qui est, j'imagine, tout le monde n'est pas pareil. J'imagine qu'il y en a qui doivent trouver ça un petit peu tough d'être toujours sollicité. Tu sais, quand je sais pas, hey, Ouais. il y a plein d'affaires qui passent en même temps dans tes ma trois tête. Là, dans mes personnages. trois Mais Mais personnages. dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que quand il y a des écrivains et des écrivaines qui sont plus farouches, donc là, de se retrouver à faire du 9 à 5, là, à rencontrer des gens, Merci. c'est moins ça. évident. Hein? Voilà. Ça rejoint un peu toute l'introversion versus l'extroversion. Là, les gens qui aiment plus, qui vont être énergisés
ou pas. Par la rencontre avec les autres. Puis, moi, je considère que personnellement, je me situe plus du côté de l'introversion, mais en même temps, comme là, par exemple, je reviens d'aller passer quasiment une semaine toute seule à la baie de James dans une sorte d'ermitage, de résidence de création. Donc là, j'ai envie de voir du monde. Fait que c'est une question un peu d'alternance aussi, là, parce que ça serait vraiment pas, je me dirais absolument pas que ça serait paradisiaque de me retrouver tout le temps là, toute seule avec mes livres et puis à pas voir personne. Au contraire, j'ai besoin de dialoguer, mais pas constamment. C'est pas comme les gens extravertis qui vont se dire « Ah, yeah, je m'en vais faire de l'improvisation », puis là, qui peuvent en faire 4-5 soirs là, par semaine. Là, où il y a un certain nombre aussi de gens qui font du théâtre, là, qui ont ce profil-là là, d'extravertis. C'est de trouver l'équilibre entre l'envie de dialoguer, puis on a souvent, comme auteur-autrice, très envie de parler de ses livres aussi, puis de les faire connaître. Puis moi, je suis toujours tellement émue, juste que quelqu'un qui prend le temps de s'arrêter, comme ça sera le cas, je l'espère, une couple de personnes, au Salon du Livre de Bonaventure, puis dit « C'est quoi ça raconte, tes histoires? » Alors là, le côté farouche, il prend le bord là, dans ce temps-là, quand même. J'aime ça, l'exemple que tu prends, parce qu'on pense qu'on peut juste approcher un auteur ou une autrice quand on a lu, mettons, mais que la curiosité... Juste la curiosité est le fun aussi d'aborder. Dans les salons du livre, il y a toujours des lecteurs, des lectrices qui arrivent devant ta table et disent « De quoi ça parle, tes affaires? » Puis là, ils veulent... Puis là, tu sens aussi, selon qu'est-ce qu'ils aiment lire, à quel point ils ont envie d'en savoir plus ou moins. Là. Parce que, ça, c'est pour l'anecdote comique. Il y a des fois où, là, disons, j'écris surtout fantastique, de science-fiction, roman policier. Donc, souvent, ça vient comme un peu rapidement sur le sujet. C'est quoi le genre de choses que tu écris? Puis là, il y en a des fois des lecteurs, des lectrices qui font « Ah! » qui dit moi j'aime ça juste les vraies affaires, les affaires vraies là. Puis là, la discussion arrête. Ou ça m'est arrivé 3 fois, ça fait une quinzaine d'années que je participe à des salons du livre, que quelqu'un, parce que des fois tu le sens, il y en a qui veulent lire ta 4e de couverture, ils veulent lire le résumé, puis là la personne apprend le livre, elle lit le résumé, puis là elle fait une grosse grimace, puis là elle s'en va. Ça m'est arrivé 3 fois. Bon salon! Ben oui, tout le monde ne peut pas aimer tout le temps. Non, mais non. Je veux dire, à un moment donné. C'est quoi ceux les lectrices et les lecteurs qui t'ont lu, c'est quoi le commentaire que tu entends le plus souvent? Qu'on te partage le plus souvent? Sur ceux qui te connaissent, admettons? Qu'on a l'impression de s'y trouver sur place. Parce que peu importe le genre dans lequel je vais écrire, que ce soit justement fantastique, science-fiction, récit criminel, ou même lorsqu'il y a plus de poésie, j'accorde toujours beaucoup d'importance aux lieux, donc aux endroits que je vais décrire et aux atmosphères. Donc, je fais un travail approfondi sur les atmosphères. Puis ça, c'est le compliment que j'ai eu la chance d'entendre le plus souvent. On a vraiment l'impression d'y être. Puis ça me touche tellement, comme je vous parlais tantôt que je reviens de la baie de James, c'était pour un texte. Puis si on me dit à la lecture de ce texte-là, on a vraiment l'impression d'y être dans cet endroit spécifique de la taïga, là, je vais être comblée. On m'a déjà dit ça, j'ai un roman qui se passe sur l'île d'Anticosti, que c'était comme une sorte de façon de la visiter. Puis aussi, par le fait même, ça me permet de faire voyager les gens, et moi aussi, pendant mes recherches documentaires. Puis, alors ça, c'est vraiment un beau compliment là, que j'ai eu la chance d'entendre à plusieurs reprises. J'ai l'impression d'y être, de m'y trouver dans les lieux. Puis toi, quand tu écris, toi, est-ce que qu'est-ce que tu recherches, toi, le plus? Tu sais, mettons, les gens, ils perçoivent ça de toi, mais ça veut pas dire que toi, t'écris pour... hey boy, j'essaie de voir... Moi, dans ma tête, c'est super clair ce que j'essaie de dire, mais ce que les gens perçoivent de tes récits, c'est peut-être pas ce que toi, t'essayes de faire transparaître. Tu sais, c'est comme, toi, qu'est-ce que t'aimes mettre dans tes récits? C'est-tu la description des personnages, la description des lieux? C'est-tu l'histoire est-tu importante pour toi? Qu'est-ce que, toi, ton chemin pour écrire? Puis, tu sais, il y a peut-être plein de réponses parce que chaque roman est différent aussi, là. Oui, ça va être variable selon les projets aussi, la façon dont je vais travailler, mais le 3/4 du temps, c'est le lieu qui va s'imposer en premier et ensuite les personnages et l'histoire vont venir l'habiter. Puis, à peu près dans cet ordre-là. Donc, j'ai envie d'investir un lieu en premier. Ensuite, je vais voir les personnages, donc des gens se mouvoir dans les lieux. Puis quand je visite les lieux aussi, j'interroge les gens qui s'y trouvent. Et puis, j'écoute.
énormément. C'est incroyable le nombre d'anecdotes là, qu'on peut entendre, par exemple, dans les lieux de passage. J'adore, à la fois dans ma pratique et comme personne, les lieux de passage. C'est le genre de personne qui va aller me tenir dans un café de gare ou dans un bar d'hôtel parce que c'est fabuleux avec les gens qui sont presque tous essentiellement de passage et les employés. Qu'est-ce qu'on peut soutirer de ce mouvement-là qui sont des entre-lieux? Donc ça m'inspire beaucoup. Donc les lieux, les personnages et puis ensuite l'histoire qui est dans ma pratique, qui vient comme en troisième. Parce que c'est un peu comme si j'avais l'impression que l'histoire était chuchotée par les lieux, par les personnages. Et que c'est peut-être un petit peu moins ça que j'ai envie de mettre de l'avant. Là, quand on parle d'intrigue, c'est sûr que quand j'ai des projets de récits criminels, récits policiers, ben là, j'ai pas le choix de me dire, mais là, Ariane, là, l'intrigue, elle ne peut pas être que superficielle. Elle peut pas être superflue. Donc, je dois... les réfléchir en ce sens-là. À ce moment-là, l'intrigue elle va être positionnée un petit peu avant les personnages. Mais tout ça va s'entrelacer parce que j'ai aussi ce souci-là, j'en parlais tantôt, des atmosphères. Donc, que les atmosphères soient immersives aussi. Et puis ça vient de ma grande affection pour les lieux qui sont vivants. J'aime beaucoup le nature writing. Je suis en train de lire tout plein d'ouvrages documentaires sur la montagne pour la 3e fois parce que je veux encore écrire un projet qui est lié à la montagne. Je suis le genre de personne au travail. J'essaie un peu désespérément, je vais dire ça à la blague, de amener mes minéraux. J'ai plein de tiroirs avec plein de roches, de coquillages, puis tout ça. Puis j'ai vraiment envie de raconter l'histoire de chacune de mes roches, chacun de mes fossiles, à mes collègues, à mes amis. Puis là, ça, c'est un défi. Donc, si vous connaissez des gens, parce que là, jusqu'à maintenant, le plus longtemps que j'ai réussi à parler de mes roches à quelqu'un, c'est le fils de mon frère quand il avait 6 ans. Aucun consentement. Ça fait du sens. Alors, je profite de ce balado pour lancer un appel à l'aide. Donc, si vous connaissez des gens avec qui je pourrais parler de fossiles pendant une demi-heure. Wow. Oh, ouais. Ben des enfants, je pense que c'est pas mal ton public cible. Là. Ouais, j'écris pas de littérature jeunesse. Il faudrait que je me réinvente là, par rapport à ça. Mais tous ces éléments-là me fascinent. Et puis, le règne justement minéral, tout ce qui est la montagne, les animaux, sans surprise. Donc, il y a un côté nature writing aussi là, dans la façon que je vais écrire aussi. Je parlais d'atmosphère, puis à un moment donné, il a fallu que j'assume. C'est parce que là, au début, moi, par le passé, là, j'avais un peu mon personnage de gothique là, quand j'avais 18, 19, 20 ans. Puis là, déjà, j'écrivais des textes qui étaient quand même très romantiques. Mais ça m'a pris, je vous dirais, 10 ans là, avant d'assumer là, que là, le personnage, avec son grand... il est comme dévasté à l'intérieur, puis il y a l'orage en même temps. Puis c'est correct. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir des personnages tourmentés dans la tempête comme ça? Tu l'assumais pas? Non, je l'assumais pas. Parce que c'est quoi, tu te jugeais comment? Ouais, comme si je voulais comme cacher le côté, parce que en réalité, je suis une personne très sentimentale, très romantique. Fait que ça a été un travail un peu sur moi-même que j'ai fait, puis à travers mes différents livres, puis même, j'ai l'impression que je l'ai accepté complètement, là, cet aspect-là, il y a peut-être 5 ans, avec mon roman « L'envers des forêts », dont l'un des sujets est le deuil, puis je l'ai traité pour vrai, là, frontalement, le terme, là, puis j'ai trouvé ça complexe. Mais je suis reconnaissante envers moi-même de l'avoir fait. Ah, on a parlé beaucoup avec Fanny hier. Ça résonne au bout à tellement de niveaux, là, aussi. Tes cheveux. Je sais pas pour ceux qui nous écoutent, on voit pas, là, mais on n'a pas tout à fait la même teinte de roue, Fanny Demeule et moi. Ouais. Non, mais tu connais tu connais son histoire? Ben oui, on a le droit d'en parler. Avec ses cheveux roux. Avec ses cheveux roux. Oui, elle a écrit l'autofiction là-dessus. Ouais, exact. Ouais. C'était roux clair, naturel. Exact. Mais hier, elle nous a partagé tout ce processus-là de comment que ça la confrontait de défaire ce noyau-là qui l'a challengé, là, ce mensonge-là, en fait. Là. C'est que pendant plusieurs années, elle se... tu racontes le balado hier. Non, mais je pense pas... Ouais, le balado... Non, mais c'était intéressant. Non, mais je veux dire, le balado, il dure 1 heure et quelques, là, ça fait que je pense, même si on prend 3 minutes... On a le droit? Oui, mais c'était vraiment intéressant, tu sais, de... Puis c'est drôle que tu arrives aujourd'hui rousse. Puis là, il se passe qu'hier, moi, ça faisait un bout que j'avais pas pensé. Est-ce que c'est ta couleur naturelle? Non plus. C'est comme Fanny. Sauf que j'ai pas un rapport... Je n'ai pas un rapport tourmenté à mes cheveux roux.
Non, mais puis c'est même pas une histoire. C'est un peu comme à chaque fois que je me suis cassé un membre, là, je suis juste, je suis tombée sur une plaque de glace. Donc, en plus, c'est pas une histoire avec beaucoup de suspense. Pourquoi j'ai les cheveux roux? Je parlais tout à l'heure, j'ai déjà été gothique. Puis, c'est la couleur qui a tenu sur mes cheveux quand j'ai réussi à enlever le noir extra foncé. C'est vraiment pratico-pratique, là. Ouais. Et puis, étant donné que la coiffeuse et moi était vraiment désespérée, là, après avoir fait plusieurs bleachs successifs, tout ça, elle dit « du roux pâle, tiens! » Puis, c'est resté comme ça. Donc, c'est semi-croustillante comme anecdote. Il n'y a pas de tourment, de bouleversement capillaire là-dessus. Sinon, peut-être que je perds des cheveux en vieillissant, là, mais sinon, ça va bien. Je pense que c'est beau. On a fait le 3 minutes. Ouais, le 3 minutes est fait. Mais en fait, pourquoi on était rendu là, c'est que tu parlais de comment que tu avais... Attends, c'est quoi? Pas transcendé, mais... Le romantisme. Oui, c'est ça. Puis que tu avais finalement l'accepté il y a juste 5 ans, ce côté-là. Fait que ça faisait du lien avec Fanny hier qui ce roman-là que tu viens de nommer, le titre, c'est quoi le titre? Roux clair naturel. Ouais, elle disait qu'elle avait écrit 8 à 9 versions, genre, avant de se rendre à la version où qu'elle avait vraiment abordé de front cette problématique. Ah oui, ça me parle aussi, le roman que j'ai évoqué tantôt, là, qui est L'envers des forêts, dans lequel, à mon sens, j'assume vraiment tout le côté sensible que je voulais mettre de l'avant, là, avec le thème des deuils. Puis, j'ai aussi puisé dans plusieurs deuils que j'ai vécu moi-même, sans surprise. C'est un roman qui s'est échelonné sur 5 ans. Et puis, j'ai écrit plusieurs versions, là. On parle de 8, 9, 10 versions. Et ça s'est produit sur un certain nombre de mes romans, là. Je pense par exemple au Centre de Sedna, qui est mon premier roman aux éditions à lire et qui était aussi mon projet de mémoire de maîtrise. Donc, je l'ai réécrit 9 fois, si c'est pas 10, un nombre très élevé. Ça aborde quoi ton premier roman? Mon tout premier... mes tout premiers projets sont des nouvelles. Parce que j'ai toujours écrit pas mal de nouvelles, puis en parallèle avec les romans. Donc, mes tout premiers textes sont 100% des nouvelles. Puis, mon premier livre publié est une novella, c'est-à-dire que c'est une longue nouvelle. Donc, encore là, il y avait une continuité. Donc, c'est L'enfant sans visage. Ça, c'était une novella de science-fiction publiée aux éditions XYZ. Donc, mon premier roman, pour réellement répondre à ta question sans tricher, mais bon, j'ai mis des petites précisions avec la nouvelle. On pourra peut-être y revenir parce que dans la façon dont je crée, c'est vraiment une adéquation avec la nouvelle et puis le roman. Donc, les deux communiquent et puis ils partagent beaucoup ensemble. Donc, premier roman, c'est le premier tome d'une trilogie sur les villages fantômes du Québec. Donc, déjà, l'affection pour les lieux était présente. On est tellement chanceux pour ce balado-là. Vraiment, là. C'est moi qui suis chanceuse. Bon. Non, mais parce que c'est tout le temps des affaires comme « wow », genre. Pour vrai? Non, mais c'est vrai. Continue. Village fantôme du Québec. Oui, parce que ce qu'on ne sait pas tout le monde... C'est notre petit moment de gratitude. Oui, merci. Ce qu'on ne sait pas tout le monde, c'est qu'il y a plus d'une trentaine de villages fantômes au Québec, dont en Gaspésie. Donc, vous avez presque une dizaine de villages fantômes. Puis, je me suis intéressée, j'ai commencé par les cartographier. Et puis, dans le premier tome, qui est mon premier roman, qui s'appelle Trans-Taïga, je mentionnais la baie James tantôt, mais j'étais déjà à la baie James en 2012 pour mon premier roman, Trans-Taïga, qui est un roman qu'on peut lire à la fois, et c'est le seul roman qu'on peut lire comme à la fois du fantastique dans ce que j'écris et du roman policier. Et puis, il y a des lecteurs policiers qui sont convaincus de leur interprétation réaliste et des lecteurs fantastiques de leur interprétation fantastique. Pourquoi? C'est parce que je joue volontairement sur l'ambiguïté. Et le fantastique aime ça faire ça. On dirait, là, parce que ça fait trois titres de livres que tu nous donnes. Il y a L'enfant sans visage, Trans-Taïga, puis L'envers de la forêt. On dirait que c'est tout le temps des... tu sais, l'envers de la forêt, moi, je me questionne tout de suite. C'est quoi? C'est une ville, l'envers de la forêt? C'est-tu le monde des champignons? Je sais pas, mais il y a comme une dualité. Oui. Je sais pas si c'est une dualité, là, mais il y a... Fait que là, tu nous parles de policier puis de fantastique. C'est pas l'envers, mais il y a quand même encore là une espèce de dualité. Oui, bien, le fantastique, qui est le genre littéraire que j'ai le plus pratiqué, adore l'ambiguïté, adore jouer avec des dualités, des contrastes, des polarités. Là, je vous donne des synonymes, là, un peu de contraste, là, mais vous comprenez. Puis avec des ambiances troubles. Puis aussi, pour les grands lecteurs, les grandes lectrices de fantastique vont aimer être déstabilisés et pas nécessairement avoir de réponse à la fin d'un roman ou d'une nouvelle et être bien avec ça. Le contraire de ceux qui lisent des romans policiers.
À peu près. Je veux dire, les romans policiers, il faut que ça soit résolu parce que tu perds tes vacances. Là, surtout les romans d'enquête, je dirais. Dans les récits criminels, ça peut être un petit peu plus flexible, surtout que les genres évoluent de plus en plus. Mais dans les romans d'enquête, à l'époque, on avait des structures là, qui étaient assez stables. Là. On peut penser à des crimes à la Agatha Christie ou on peut penser à Sherlock Holmes. Donc, c'était quand même assez découpé d'un peu plus ou moins de la même façon. Donc, effectivement. Alors que le fantastique va justement, je reviens avec l'idée de l'ambiguïté, le chamboulement, les bouleversements. Puis quand je rencontrais, comme par exemple à l'automne dernier, j'étais l'écrivaine en résidence du Cégep de Jonquière. Et puis il y avait des étudiants, des étudiantes qui n'aimaient pas ça, lire du fantastique, parce que là, ils voulaient savoir c'était quoi l'interprétation véritable, alors qu'il y avait des interprétations plurielles, multiples, puis ils n'étaient pas bien avec ça. Puis il y en a qui me poursuivaient dans le corridor du cégep pour que je leur dise « Oui, mais là, la petite fille fantôme, là, elle a-tu une vraie jumelle ou elle s'est imaginée que c'est une jumelle? Es-tu vraiment morte? Elle a-tu vraiment existé? Ça se peut-tu qu'elle ait un jumeau intériorisé? C'est-tu un parasite? Es-tu folle? » Puis j'ai dit, j'ai joué volontairement là-dessus. J'ai dit, par contre, on n'est pas obligé, comme lecteur, lectrice, de rechercher à être chamboulé. On peut moins aimer, on peut adorer être chamboulé, être bousculé, mais ça va dépendre de nos préférences, là, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je veux savoir absolument comment ça finit. Hey, moi, j'ai plein de questions. Là. Non, vas-y. Mais toi, quand tu écris, tu le sais-tu, ce que tu caches, entre guillemets? Ça, les étudiants, les étudiantes, ils me le demandaient toutes et tous. J'ai ma préférence pour l'interprétation, mais encore là, je fais exprès d'en disperser plusieurs et de nourrir chacune des interprétations. Ah, fait que toi aussi, tu as plusieurs personnages dans ta tête. Puis plus que 3, là. Avec 3, c'est gérable. T'es chanceux. Moi, je suis chanceux. Moi, je suis stable. J'ai une autre question, mais là, ça va peut-être nous amener ailleurs. Fait que si jamais... Oui. On te donne l'autorisation. Oui, puis de toute façon, mes questions, je les construis en chemin d'habitude. Fait que tu vas avoir tu as le temps de boire toute ta gourde. C'est ça. Dans le processus d'écriture, il y a, tu le disais tantôt, les lieux, les personnages, l'histoire, tout ça, ça se construit, ça évolue. Et je suis curieux parce que, tu sais, habituellement, les personnages, on peut les faire aller n'importe où. On peut partir d'un personnage réel qui existe, puis là, le faire, y mettre un œil dans le front si on veut. Mais tu sais, je veux dire, on les fait au niveau des lieux, des personnages, c'est comme si je voyais les lieux comme des personnages, mais les lieux, est-ce que toi, tu te permets des fois de les tweaker un peu, tu sais, comme... Au fil de l'histoire, tu parles? Ben non, juste, tu sais, je sais pas... Village fantôme. Je parle, de les modifier? Ouais, ben, tu sais, quand on écrit de la fiction, souvent, ça peut aller n'importe où, là, la fiction, il n'y a pas de limite, ou mettons, de science-fiction. Mais à partir de... C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas, c'est ce que j'imagine, il y a une espèce de souci d'être fidèle au lieu, mais je me dis, si on écrit de la fiction, pourquoi, si moi je décide de raconter, de mettre un building de 15 étages dans le milieu de Bonaventure, pourquoi pas? Mais on dirait que ça casse-tu quelque chose dans le monde en barque, puis ils font comme, ben non, là, ça se peut pas, là, 15 étages dans le milieu de Bonaventure. Tu comprends? À quel point faut que tu respectes le lieu? Il y a-tu des... C'est ça, les personnages, on peut leur donner n'importe quelle couleur, mais les lieux, ça, c'est-tu sacré? Faut-tu garder ça? Y a-tu des règles? Pour toi, par exemple. Oui, parce que c'est une question intéressante, puis c'est sûr que ça va varier là, d'un écrivain ou d'une écrivaine à l'autre. Comme, par exemple, je pense à certains qui vont dire qu'ils vont inventer des villes ou des villages pour se donner la liberté. Justement, d'y déployer des éléments qui n'existent pas, puis qui vont être utiles dans leur fiction. Et ça, j'accepte ça. J'accepte cette convention-là, c'est correct, tu inventes un village, tu inventes un personnage. Mais là, quand tu pars d'un lieu, tu sais, si tu parles de Londres, si tu parles de Montréal, là, tu peux-tu dire, moi, Montréal... Oui, ça va dépendre de ton rapport comme individu, je pense, à la façon de travailler le lieu. Puis dans mon cas, comme par exemple, je suis en train de travailler sur un roman qui se passe sur un bateau. Donc, je suis allée 2 fois, puis j'ai photographié un peu quasiment chaque mètre carré du bateau pour que ce soit décrit exactement comme c'était. Cela dit, je vais décrire exactement comme c'était autant que possible,
quand j'ai visité les lieux, comme j'ai un roman qui se passe à Fermont, quelques battements d'ailes avant la nuit, dans le fameux mur écran là, qui fait 1,3 km puis 4-5 étages de haut. Puis à l'époque où je décris le roman, c'est un roman de 2019, on peut reconnaître le mur écran, mais là, il y a tout plein de commerces qui ont changé, il y a eu des développements variés, donc c'est plus le lieu actualisé. Donc, bon, ça, faut quand même que je l'accepte, là, que ça change. Ces changements-là, ben oui. avec la mouvance. Mais ça, c'est un peu mon côté, parce que autant j'ai l'impression d'être une personne fantaisiste, mais je suis comme 50% fantaisiste, 50% cartésienne. Moi, je suis le genre de personne qui dit, qu'on va demander, bien là, admettons, là, l'auberge là, est à quelle distance du terminus? Puis là, 750 mètres. C'est bon. Alors, j'ai vraiment une espèce de précision. En général, je peux pointer le nord. Je peux aussi dire quelle heure qui est sans regarder sur mon téléphone. Donc, bon, il y a une sorte de côté de moi qui est très cartésien, très mathématique, puis qui, a quelque part, c'est un peu comme si je me donnais le droit de dire, si je retourne sur mon bateau, ah, ben là, il y a une porte coupe-feu, là. Là, c'est en train de courir dans le corridor. Il faut qu'il y ait la porte coupe-feu qui va ralentir son avancée. Sinon, ça se peut pas. Elle n'est pas en train de courir dans le même bateau. Donc, alors, je dois gérer ça, finalement, là, à partir de mes propres conventions que je vais me donner, finalement. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont travailler pas mal plus librement. Puis, j'ai eu l'occasion de le remarquer, comme par exemple, en ce moment, je travaille sur un projet de recueil criminel. Donc, j'ai déjà 2 projets de recueil criminel. T'as combien de projets en ce moment? J'en ai 4. Sérieux? Excuse-moi. J'en ai 4. OK, vas-y, continue. C'est beau, c'est une couche de compréhension supplémentaire. Là. Je suis un petit peu hyperactive. J'ai toujours l'impression que ça paraît beaucoup. Toi, tu parlais de tes 3 personnages là, qui se percutent. Là. Bon, moi, j'en ai comme 8-9. Puis qui sont « c'est moi qui parle! » Bon, et puis qui sont toujours en train de cette espèce d'hyperactivité. Puis tu travailles sur un projet selon ton état du moment ou... Ben, je vais quand même un peu plus les mettre dans l'ordre. Mais je vais pouvoir travailler les nouvelles en même temps que des romans. Donc, c'est pour ça que ça peut donner l'impression que je travaille sur plein de choses en même temps, mais jamais j'écrirais 2 romans ou 2 nouvelles différentes en même temps. Oui, non, c'est ça. C'est un travail d'accumulation de données ou d'idées que tu déposes. Mais là, quand c'est le temps d'écrire... T'écris-tu comment ça se passe, l'écriture? Ouais. Je pense qu'on n'a jamais même posé cette question-là. On a parlé avec Fanny hier. Ouais. Le processus, tu parles? Non, mais même, tu sais, je veux dire, écrire un roman... Là, elle nous parlait de prendre des notes. Puis là, elle vient d'avoir un petit bébé. Fait que... C'était des scènes, à partir de scènes. Oui, elle se texte des affaires, prend des notes. Oui, c'est ça. Mais toi, tu sais, ton travail, là, tu dis que tu peux pas faire 2 romans en même temps, mais comment ça se passe? Est-ce que tu t'installes, puis tu t'arrêtes de manger pendant 3 mois, puis tu fais, c'est-tu de même, ça marche? Comment ça marche? Il y avait les lieux, mais en tout cas... Oui. Ça, c'est une belle image romantique, là, qu'on va écrire pendant des heures, là, puis ça déferle, puis là, parlez-moi pas, puis là, bon, maintenant... Moi, je suis monsieur cliché, là. Je veux que des clichés. Non, mais on aime ça visualiser, puis il y a plein de films qui nous ont montré l'écrivain qui se lave plus, ou l'artiste peintre, là, il se lave plus, puis il y a une exposition, il y a sa date de tombée, où là, c'est un écrivain des États-Unis, puis il y a eu de l'argent, une avance pour écrire son roman, puis là, il faut qu'il écrive 50 000 mots à l'intérieur de 2 semaines, donc il va s'auto-séquestrer. Il vend un rein, puis oui, c'est ça. Oui. Toi, c'est pas ça? Non. Mais c'est un peu décevant. Je suis déçu. Il a déjà vendu mon rein. Mais j'ai un travail qui va couvrir en partant 3 jours par semaine. Donc, je suis conseillère en entrepreneuriat artistique chez Culture Mauricie. Puis, comme j'ai la chance de travailler 3 jours semaine, ça dégage environ 3 jours pour la création aussi. Mais je vais alterner. Donc, dans mon cas, je peux travailler un peu n'importe où. Ça rejoint la facette hyperactive là, que je mentionnais tantôt, parce qu'un coup, quand même, que je réussis à me concentrer, je suis concentrée. Comme, par exemple, j'ai corrigé une partie de livre. Je vous ai raconté, je suis allée à la baie James la semaine dernière, mais c'était en autobus, parce qu'il y a un autocar qui se rend à la baie James, imaginez-vous, jusqu'à Chisazibi. Puis en redescendant, donc j'arrête à Val-d'Or, j'avais une escale de 4 heures, que je décide d'aller à la seule place qui était ouverte à proximité, qui était un bar sportif. Et puis il y avait une partie
des Canadiens. Donc, j'ai réussi à corriger 20-25 pages dans un contexte comme ça. C'est ça, je ne cacherai pas que je ne pouvais pas ignorer le but, là, parce qu'il y a quand même un effet de foule assez communicatif. Mais j'ai réussi à travailler là un petit peu, puis je pourrais mettre de la musique aussi, mais en même temps, par rapport aux méthodes de travail, si j'ai de la musique, elle doit être instrumentale. Ouais. Parce que sinon, je me mets à chanter. Un autre des éléments aussi qui fait partie de ma personnalité, c'est que, puis ça vient de ma famille, j'adore chanter. Je ne chante pas bien, mais je le fais avec tellement de cœur. Puis on va avoir un karaoké au Salon du Livre, j'ai hâte. Puis dans des contextes comme ça ne te dérange pas vraiment si tu fausses, tu sais, si tu es dedans, là. Fait que, bon, si le cœur est mis de l'avant, ça va être correct. Oui, tu vas avoir la puis, sympathie du public. C'est ça. Puis en plus, mon côté cartésienne fait que je connais toutes les paroles par cœur. Fait que là, j'ai même pas besoin de regarder l'écran. Fait que là, je peux être dedans en faussant plus ou moins, là, selon l'avancement de la soirée. Et puis, donc, en connaissant toutes les paroles. Fait que ça, c'est pour j'ai un peu digressé avec la musique. Alors, je reviens à l'écriture. Il y a ça aussi. Là. Fait que justement, quand je suis en train d'écrire un premier jet, peu importe l'endroit, je vais y aller de façon plus spontanée. Puis, si je fais un parallèle avec la musique puis le fait de chanter, au début, c'est sûr qu'il va y avoir comme un peu des scories, là, un peu de l'équivalent de fausses notes. Puis, je vais retravailler par la suite. Donc, j'ai tendance ces dernières années à faire une journée, une nouvelle 2-3 pages. En général, j'écris plutôt comme 4-5 pages. Puis le lendemain, je les recorrige. Et ensuite, je continue. Et particulièrement pour un roman, parce que j'ai l'impression que c'est préférable, dans mon cas, de ne pas trop m'attarder, de ne pas passer mon temps à corriger le premier tiers, de plutôt avancer et puis et de garder le mouvement. Le mouvement faisant aussi partie de mes thèmes. On parlait des lieux tantôt, mais ce n'est pas des lieux qui sont figés, qui sont statiques. Là, c'est des lieux dans lesquels il y a tout plein d'existences. Donc, ils existent, ils bruissent, ils grandissent, il y a des interférences, il y a d'autres lieux qui viennent les percuter aussi. C'est tellement hot parce que tu personnifies tellement les lieux. On dirait que tu parles des personnages. Ben oui, Martin, oui, fait la même oui. affaire. Le lieu a l'air vraiment d'avoir une personnalité puis une vie. Puis Ben là, si tu passes une journée dans un bateau puis que tu prends 250 photos, il devient quelque chose en soi, ce lieu-là, de plus que juste un bateau. Là. Il y a des raccoins, il y a une porte coupe-feu, ça devient puis la façon qui est... En tout cas, j'extrapole, mais... Oui. Tes lieux, est-ce que tu les décris? Comme là, tu sais, tes photos de bateau, sais-tu... Comment tu gères ça? Comment tu... Ah, ça, c'est cauchemardesque, la gestion de photos, là, en revenant de voyages de recherche documentaire. J'ai acheté un gigantesque Dropbox. Ça, c'est la réponse technique. Je vais gérer mes photos. Bien travaillé. Puis ensuite, quand vient le temps de les classer, comme pour le projet de bateau, ça, c'est le roman L'odeur de l'océan que je suis en train de travailler, qui devrait lui paraître je ne vais pas me tromper, au printemps 2027. Voilà. Donc, après, je les ai classés, style la salle de machine, la cafétéria, la salle à manger, les couloirs, le pont 7, le pont 8. Il n'y a pas de pont 9 dans ce bateau-là. Donc, le pont 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je les ai classés par pont aussi. Mais ça c'est sûr que ça demande un certain temps. Puis même... là-dessus, je me sens pas comme romantiquement en train de faire un voyage dans le passé. Là, à un moment donné, j'atteins un stade où pourquoi j'ai pris autant de photos? Mais bon, je reste avec mon souci du détail le plus précis possible, ma volonté qu'on se retrouve sur place et qu'on sente, parce que sur un bateau, il peut particulièrement ça c'est le Bella des Gagnés dans lequel se passe cette histoire-ci. Donc, c'est un bateau qui ravitaille la Basse-Côte-Nord. C'est un cargo passager. Puis, dans le coin d'Anticosti, de l'île d'Anticosti, peut tellement avoir des vagues épouvantables. Le mal de mer, là, juste vaincre le mal de mer, là, c'est toute une histoire. Là, faut que tu t'inventes, faut que tu sois créatif, faut que tu te dises « Je suis dans un dromadaire. » Clairement, c'est la première idée qui m'est venue dans la tête. Mais en tout cas, vous rirez moins quand vous l'essayez. Oui. Le dromadaire sur le bateau. Oui, ça marche. Parce que c'est ce qui m'a sauvé. Pas vrai. Attends, faut approfondir. Non, tu vas pas nous garocher. Tu vas pas nous dropper un dromadaire ici. Tu nous expliques. Parce que c'est pas sûr. C'est dans un dromadaire. Tu deviens comme un peu l'équivalent de ces bosses. Puis là, tu es en train d'avancer dans le désert. C'est difficile. Puis là, il y a des remous, il y a des secousses, mais tu es t'es dans le dromadaire. Tu es des bosses de graisse, là. Ben c'est ça, c'est du gras. Il n'y a pas juste une bosse de dromadaire. On partira pas là-dessus. Non, on part pas là-dessus. Là. Non, là, on est en train de parler de vaincre le mal de mer à la base. Ben, si vous voulez, ça peut...
Si vous voulez, ça peut être un chameau, mais on peut s'entendre. Pourquoi j'ai dit dromadaire? C'est parce que c'est beaucoup plus beau de dire je suis dans un dromadaire que je suis dans un chameau. Je suis d'accord. Ça dépend qui tu parles. Si tu parles à ton petit gars des pierres, là. Oui. Puis là, quand tu es en train quand tu es couché dans ton petit lit de bateau qui est sous l'eau au sol, puis que tout le stock est en train de se déplacer d'un port et l'autre de la cabine, c'est ça, prendre le temps de dire je suis dans un dromadaire. C'est un peu plus efficace que je suis dans un chameau. C'est drôle, Manu. Ça brasse. Manu nous a pas parlé. On a une amie qui travaille sur un bateau là, qui vient de partir. Puis c'est ça, elle nous a pas parlé de dromadaire. Manu Babin. Ouais. Mais moi, là, on a l'air du monde qui plug tous ses balados. Mais l'an passé, on a reçu Roxane Bouchard. Oui, au Centre Livre. Puis il y a un moment où elle écrit son livre. Puis là, il y a après, elle nous a pas dit qu'elle prend des photos, mais elle l'a souvent fait, mais elle était comme... Moi, elle a appelé le capitaine parce qu'elle avait besoin de savoir que la cabine était bien... C'était bien la porte à droite en descendant. Tu sais, comment qu'à un moment donné, là, il y a des détails que... Je sais pas si c'est pour toi, c'est la même chose pour toi, mais que tu as besoin de savoir, sinon, là, ça bug. Là. T'es comme dans un cul-de-sac, puis tant que tu sais pas où la cabine... Tu te rappelles-tu l'an passé? Oui. Fallait chercher Roxane Bouchard, dont j'adore les livres aussi, et qui m'a reçu dans sa classe au mois de décembre dernier, aussi pour parler de fantastique. Roxane est à Joliette, puis Joliette, Trois-Rivières, c'est à côté. Alors, on avait profité de l'occasion. Vous connaissez tout, quand même. Toutes les auteurs. On a tout fait des karaokés, mais c'est pas mal. Le karaoké n'est pas un mot anodin. Hein? Lorsque tu as fait du karaoké avec à peu près tous les auteurs du Québec, tu es passé à un stade de connaissance approfondie. Tu t'es montré très vulnérable. Oui. Pour avoir fait du karaoké, je pense que j'ai fait du karaoké une fois dans ma vie, puis toute ma vulnérabilité, elle a été déposée. That's it. Juste une toune? Juste ça. C'était quand même une toune. C'était Tourne la page de René Simon et Nathalie Simon. C'est le genre de toune qui dure 6 minutes, mais personne ne sait ça que ça dure 6 minutes, cette toune-là. J'entends ta voix, c'est pas dans ton registre, là. Il n'y a pas... Non, écoute, ça avait aucun bon sens. Mais non, mais là, on n'ira pas là, mais j'ai perdu un bon pourcentage de ma dignité. À cet endroit-là. Tu l'as jamais retrouvé. Non, jamais. Non, je l'ai perdu. Non, puis c'est important pour le registre. Que moi, j'ai une voix, lorsque je chante, plus grave, plus alto. Là, puis un soir, je suis allé chanter Dream On d'Aerosmith. Il fallait pas. Maintenant, c'est ça. Mais il faut le faire pour savoir que c'est pas possible. J'ai comme encore le goût. J'y repense aujourd'hui. Je dis, ce soir, demain soir, peut-être, non. Mais moi, j'ai un truc pour les karaokés. Oh. Pas de bière noire à 8 non, pas de présenter. Faut que tu t'imagines dans un chameau. Ça met le beat. Même parfait. Affaire. Ah non, même vous affaire. Mais vous l'essayerez. Même affaire. Ça marche. C'est sûr. Mais bon, c'est des petits trucs tangibles après qu'on peut mettre dans nos livres. Voilà. Bon, fait que là, s'il y a un gars qui se retrouve dans un chameau, dans un karaoké, ça sera de ta faute. La source. Ouais. Les personnages, là, oui. Est-ce que... Non, mais moi, ça me fascine. Non, les personnages dans tes romans, tu les travailles comment? Est-ce que tu as des dossiers pour eux autres aussi? Ou comment ça se construit un personnage pour un roman? Oui. Dans mon cas, je travaille pour les romans, là, toujours avec des fiches de personnages. Puis la fiche que j'utilise, elle provient d'un outil qui a été créé par un autre écrivain. Si ça se trouve, vous l'avez déjà reçu au balado. Il s'appelle Éric Gauthier. Donc, vous le recevrez. Oui. C'est un signe pour le Créateur futur. de fiches de personnages. Et puis, il écrit beaucoup des romans fantastiques aux éditions à lire. Et il a créé l'outil L'échafaudage, dans lequel on trouve la fiche de personnage. Puis c'est une fiche qui est assez élaborée et que j'agrémente d'un dessin. Je vais mettre des doubles guillemets, là, étant donné que le plus loin que je suis allée en art visuel, c'est écrire des textes de bande dessinée. Parce que c'est pas... J'aurais aimé ça, là, avoir du talent pour les arts visuels. C'est une belle phrase, ça, quand même. Le plus loin que je suis allé dans l'art visuel, c'est d'écrire des textes de bande dessinée. C'est très loin. Merci. Mais non, mais je suis vraiment fière puis et très contente d'avoir eu l'occasion de travailler avec un gars qui sait plus que dessiner, là, Christian Kennel. Là. Donc, on avait travaillé sur La Cité oblique ensemble, dont j'ai écrit les textes. Mais côté, personnellement, là, les dessins, je suis juste capable de dessiner des chats. Donc, là, à un moment donné, je deviens gênée de tout le temps dessiner des chats. Puis même le dromadaire, juste y penser, là, j'hyperventile. Non, c'est vraiment au-delà de mes forces. On ne parlera même pas de dessiner un cheval. Okay. Tu sais, je pourrais dessiner une gourde d'eau. On parlait de ça avant de commencer l'enregistrement, mais je ne suis même pas certaine. Ça aurait sûrement l'air d'un cornichon. Là. Ouais.
Et bon, bref, c'est ça pour les personnages. Oh là, t'es en train de l'échapper tranquillement. Là. On la perd. Alors, j'accompagne ma fiche de personnage d'un dessin avec double guillemets que moi, je suis capable de comprendre. C'est ça comme un peu le sens du dessin. Ou parfois, je peux y aller aussi avec quelques photos que je vais avoir trouvées en ligne avec des individus qui vont ressembler aux personnages que je veux décrire. Et je m'oblige à créer une fiche pour, évidemment, les personnages principaux et tous les personnages secondaires. Donc, parfois, je vais me retrouver avec 6 fiches ou 7 fiches de personnages avant de commencer. Puis, depuis que je fais ça, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus, je vais le dire comme ça, atmosphériques, mes personnages. Parce que j'avais la sensation, au début, qu'ils pouvaient être plus travaillés, plus approfondis. Ça rejoint ce que je disais tantôt, étant donné que c'est les lieux qui s'imposent souvent en premier. Donc là, les personnages... Il ne faut pas qu'ils soient juste des échos des lieux. Là. Donc, si on est dans un endroit où il y a tout le temps des inondations, il ne faut pas qu'on ait un personnage triste. Donc, si je veux aller au-delà de ça, ou au contraire, il est tellement heureux parce que là, toute cette tristesse s'est retrouvée dans la mare. Donc, bon. On avait tout vu ça. Là. C'est encore les dualités un peu tantôt. Oui. Oui, donc tout à fait. Alors, je me dis que je veux aller au-delà de ça. Des évidences pour les personnages et aussi ce que je me suis aperçu, comme par exemple mon premier roman là, que j'ai évoqué tantôt qui s'appelle Transtaïga. Donc, c'est un personnage, je ne travaillais pas avec des fiches de personnages à ce moment-là. Puis on a, j'ai l'impression, comme écrivain, comme écrivaine, quelques personnages qui sont comme, je vais dire de même, intrinsèques. Des personnages qui sont un peu plus faciles à aller chercher, c'est comme s'ils étaient en surface, qui étaient là. Puis ce personnage-là, je trouve ça drôle à dire parce que c'est une tueuse en série. Mais bon, alors j'avais une tueuse en série, en surface, qui a intimidée dans l'enfance et puis qui s'est retrouvée comme ça à cavaler pour se venger sur la route Transtaïga dans la baie de James. Et ce personnage-là, étonnamment, je vais expliquer pourquoi je dis étonnamment, mais sa colère était très facile et naturelle à rendre. Puis pourquoi j'ai dit étonnamment, c'est parce que la dernière fois que je me suis choquée, c'était en 2011. Fait que ça vous donne une mesure à quel point je me choque pas souvent. Là. Je m'apprête à fêter mes 15 ans de ma dernière colère. Oui, mais tu t'es choqué correct pour retenir la date là, quand même. J'imagine que c'était une bonne choc. Oui. OK. C'est bon. Non, mais on n'est pas obligé d'aller là, mais quand tu retiens la date de quelque chose, d'habitude, c'est un bon quelque chose. Oui, non, effectivement. Fait que j'ai vu que ce personnage-là, que j'étais quand même capable, plus que je le pensais, de comprendre de la colère. Mais j'ai l'impression, puisque j'ai retenu la date de ma colère, que vaut peut-être mieux pas essayer de me provoquer, parce que c'était quand même une bonne colère. Peut-être que j'ai été choquée pour 15 ans. Mais quand tu écris là-dessus, là, c'est riche aussi en même temps, là, je veux dire. C'est libérateur. Mais tu ouvres une porte aussi. Tu veux-tu l'ouvrir, cette porte-là? Là? Tu veux-tu retourner là? C'est toute la question de plonger justement dans des zones plus troubles, moins évidentes. On mentionnait le deuil tantôt. Ça m'a pris du temps avant de me donner le droit de le faire comme il se doit, là, et complètement, profondément. Puis, je savais que j'aurais moi-même de la peine en écrivant sur le thème. Même quand j'étais à l'étape de relire le livre vers la fin, ce qu'on appelle la relecture des épreuves, il arrivait que j'en pleurais encore. Fait que c'est de se dire, OK, ça va aller, en bon québécois, ça va être correct de le ressentir comme ça, puis je l'accueille. Pas non seulement l'assumer, mais accueillir tout ça. Et puis, ça m'a demandé une sorte de maturité humaine, j'ai l'impression. Qui venait de plusieurs traversées, de différentes traversées, de diverses expériences. Parce que je réécrirais jamais de la même manière. Je parlais de ma tueuse en série sur la route Transtaïga. Maintenant, je la trouve très spontanée, très d'un bloc. Là. Si j'avais à réécrire son histoire, je le ferais de manière plus sensible, mais en même temps, ça serait pas mon premier roman. Mais non, t'as écrit qui t'étais à ce moment-là. Oui, puis il faut toujours résister comme auteur, comme autrice, de dire je reprends mon premier roman, mon deuxième roman, je vais le réécrire de bord en bord, puis là, je vais essayer de convaincre mon éditeur de le rééditer. Tout retravailler. Pourquoi tu penses qu'il faut résister à ça? C'est au moment où on l'a écrit, pour autant qu'on soit honnête avec soi-même, puis c'est ce qu'on voulait faire, on sait qu'on a donné le maximum qu'on pouvait à ce moment-là. Et que le projet, dans la période passée, c'était celui-ci, et puis il a été réalisé de cette manière-là.
Mais c'est pas évident quand même de se dire, de résister à ça. Parce que, puis on peut faire quand même des versions... On peut être très critique, là. Oui. Envers soi-même, on le sait tous. Là. Oui, ma première publication en livre, L'enfance sans visage, ça m'est arrivé de le relire. Je relis pas mes livres, sauf que j'ai tellement pas une bonne mémoire par rapport à ce que j'ai écrit moi-même. Je me rappelle même jamais du nom de mes personnages, ou presque, que de temps en temps, si on m'invite à présenter, puis ça, c'est arrivé, là, on me présentait en classe... qu'est-ce que j'ai écrit. On m'invitait en classe pour présenter un livre de 2012 ou 2014, donc là, j'ai pas eu le choix de le relire. Et puis j'étais « Ah oui, OK, il se passe ça, il s'appelle de même. » Puis bon, j'allais de découverte en découverte. Ouais. Mais pour mon premier livre publié, L'enfance sans visage, je me disais phrase à réécrire, tout ça. Mais bon, j'ai écrit ça au début de la vingtaine. C'est bien normal. Ça serait au contraire, ça serait terrifiant que si je me disais « Ah, c'était bien fait dans le temps. Je suis très satisfaite. » C'était recommencé. Après ça, à ce moment-là, tu étais aussi parfaite que tu pouvais l'être à ce moment-là. Là. Je veux dire, oui, on essaie que ce soit le plus accompli possible au moment où on l'a écrit. En tout cas, oui. dans ma façon de faire, là, je sais qu'il y en a qui travaillent aussi de façon plus spontanée. Je peux le dire comme ça, là, en voulant pas que ce soit le style soit nécessairement trop retravaillé. Dans mon cas, je vais juste retravailler le style, je vais faire 3-4 versions, mais ça dépend là, des pratiques. J'aimerais ça t'amener ailleurs, Ariane, parce que... Oui. Puis j'assume complètement mon rôle, là, mais... J'ai le goût d'avoir ton avis là-dessus, l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est un sujet qu'on parle pas assez, mais je veux pas la question large. On sait qu'il y a un poids écologique et tout, mais ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'il faut que ça soit un outil, admettons. On dit, si on l'utilise comme outil, c'est correct. Et moi, j'ai le goût de savoir à partir de quand c'est correct, puis à partir de quand qu'on l'utilise plus nécessairement de manière... comme juste un outil. J'ai de la misère à voir... En écriture, là, on va se calmer le pompon un peu. Non, juste sûr, hein. Pour être clair. Là. Mais c'est ça, mais je fais l'exercice d'essayer de préciser ma question, tu sais, parce que c'est ça qui... Souvent, je trouve pas qu'on s'en sauve, mais tu sais que le débat ou la discussion va arriver, puis on va dire, vous l'avez déjà entendu, si on l'utilise comme un outil, comme c'est correct. Mais j'ai de la... On entend ça. J'ai de la misère à savoir c'est où... OK, on l'utilise comme outil, c'est correct. Puis à un moment donné, oups, on l'utilise plus comme juste un outil. J'avoue pas la... Puis c'est normal aussi, on est comme au début. Hier, Hugo, il nous disait qu'on est dans les 5 premières minutes de l'intelligence artificielle, puis on a déjà perdu le contrôle. En tout cas, c'est ma question que... c'est difficile de se positionner, en fait, de savoir un peu comment réagir, parce que c'est un peu comme si on était dans l'œil du cyclone, là. Donc avec une nouveauté dans la manière là, d'utiliser l'intelligence artificielle. Je vais m'en tenir à l'écriture là, par rapport à ta question. Et j'ai l'impression d'avoir rencontré le moment de dépassement personnellement l'année dernière. Je vais vous expliquer. C'est cool. Je sais pas si c'est cool, mais vas-y. Je vais vous expliquer dans tel contexte. Là, on commence un peu à se connaître. Donc, vous vous doutez que j'aime beaucoup Antidote. Donc, quand j'ai installé la plus récente version d'Antidote, il y a une intelligence artificielle qui vient avec et qui va te suggérer de reformuler des phrases. Donc, ça, c'est le point de dépassement. De bascule pour toi. Pour moi. Ouais. C'est que si j'accepte les phrases reformulées par Antidote, là, oups. Ouais. Là, je suis en train de basculer. Alors que Antidote, comme outil, avec toutes ses fonctions, il y a quelque chose aussi qui vient d'aider comme outil, un peu à la manière de l'intelligence artificielle. C'est dans la façon dont, par exemple, Antidote, c'est un robot qui va repérer nos répétitions, qui va faire les statistiques, puis qui va nous dire aussi, ça me fait toujours rire, le passage choquant, puis là, il trouve choquant toutes sortes d'affaires qui n'en sont pas, mais bon. Oui, mais bon, il a le droit à son opinion. Oui, c'est ça. Je dis, OK, Antidote, je t'ai été beaucoup froissé aujourd'hui en analysant mon chapitre. Je l'ai senti comme tel. Puis, c'est arrivé 2 fois en 1 an que je change une phrase, puis là, après ça, je suis allée la remettre comme était à l'origine, parce que là je dis non, ça, c'est le point de bascule. T'étais pas bien avec ça. Non, j'étais pas bien avec ça. Puis, mais je les regarde, par exemple. Je regarde les suggestions de phrases, puis là, je me dis toujours... Et qu'il est lisse, et qu'il est candide. Parce que pour l'instant, et puis c'est ça aussi, puis bon, dans le cadre de mon chapeau de travail, donc comme j'accompagne des gens qui vont demander du financement en art. Donc, par exemple, on a des demandes de bourse. Puis, il y a un certain nombre d'artistes qui vont faire rédiger au grand complet leur demande de financement par l'intelligence artificielle. Puis oui, on le sent avec des passages comme une œuvre profondément sensible et humaine. Ça, c'est l'IA, là.
Qu'est-ce qu'une œuvre profondément sensible et humaine? L'IA aime beaucoup les « et », là, avec deux adjectifs, et puis le présenter de cette façon-là. Puis là, OK, oui, moi aussi, je veux présenter des œuvres sensibles, des œuvres humaines. On est d'accord. Oui, on est d'accord, mais encore... Comment ça va se manifester, ça, là, dans ton exposition? Être profondément sensible et humain. Donc, bon, alors c'est là qu'on voit l'intelligence artificielle qui va venir lisser, puis qui sera jamais, ou pas souvent, polémique. Tu sais, c'est sûr que quand on lui pose plusieurs questions, comme justement, comme outil, c'est arrivé que je vais l'utiliser comme j'avais demandé pour mon projet Vespéral avec Raphaël Béadan. Donc, on parlait du thème du chablis. Vous savez, les zones de la forêt où il y a des arbres qui sont cassés puis qui ont repoussé. Il y en a qui repoussent debout, il y en a qui repoussent sur le sol. Donc, les arbres qui ont repoussé debout, c'est les chandeliers. Puis ceux qui ont repoussé sur le sol, c'est les volisses. Puis on voulait que les prénoms de nos personnages soient en lien avec les chandeliers puis les volisses. Alors là, je demande à Copilote, c'est plus lui que je vais utiliser. Je demande à Copilote, un prénom puis un nom de famille là, qui ressemble à chandelier, qu'est-ce que tu me suggères? Il m'a suggéré Charles Landier. Et c'est ce que j'ai retenu dans Vespéral. Et puis, pour Raphaël, elle aussi, elle avait interrogé pour le personnage sur lequel elle travaillait, qui est le personnage de Vianne Langlois. Ça ressemble à Volis, mais ça, c'est pas l'intelligence artificielle pure, là. C'est plus une adaptation, là, parce qu'on voulait que le prénom soit quand même naturel pour un personnage au Québec qui s'apprête à aller faire de la randonnée dans Charlevoix, là. Donc, mais ça, c'est des exemples de comment on peut travailler avec l'intelligence artificielle. Puis, mais il faut toujours poser aussi plusieurs questions pour arriver à quelque chose d'intéressant dans le cadre de nos recherches. Hey, mais intéressant, merci du partage. Oui, J'aime vraiment. ça. Puis, juste, petite question technique, mais j'ai une autre question. Après, tu peux-tu désactiver la fonction sur Antidote ou est par défaut inclus dans Antidote à cette heure? Je pense qu'elle est par défaut incluse, mais j'ai dû cocher à l'installation que je l'acceptais, puis je ne peux plus l'enlever. J'ai l'impression que c'est ça. Tu demanderas à Copilote. Ouais, de comment enlever... Comment puis-je te désactiver? Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à l'intelligence artificielle, vous savez qu'elle est paramétrée pour créer une dépendance, et ça... dans le sens de reposer des questions. Est-ce que je peux être encore utile? Es-tu certain? Très belle journée. C'est ça. C'est un peu là je m'en allais, en fait, avec ma vraie question. Là, c'est que avec Hugo, j'ai eu le même feeling hier que c'est pernicieux. Là. C'est que ta question sur les chandelles puis les volisses, ça? Chandelier, volisses. C'est une super bonne question. Tu sais, c'est super pertinent. Puis si l'intelligence artificielle n'est pas là, ben là, tu contactes une personne qui travaille en foresterie, tu parles à ton mononcle, ta ma tante. Là, ton mononcle, ta ma tante. Ben, je sais pas, quelqu'un qui vit proche d'un chablis. Oui, j'aime bien. Ben, on a tous ça dans nos contacts. C'est ça. Dans mon arbre généalogique. Qui est un chablis. Bravo. Oui, ton arbre généalogique est un chablis. Hey, tu t'es enraciné solidement. C'est triste, ça? Mais non, il n'y a rien de triste dans un chablis, c'est la nature. Okay. Oui, qui se reconstruit. C'était peut-être plus triste sur le coup quand il y a eu souvent, c'est des grosses bourrasques qui amènent le déracinement. Ouais. Mais après ça, après Arthur, ici, nous autres, on avait du chablis. OK, pas du Martin. Mais... Non, tu es le gars qui reste à côté du chablis. Oui. Mais demandez-moi pas de vous donner... Ben, je peux vous donner des noms, mais si tu me dis chandelle, à quoi ça te fait penser? Mais oui, c'est ça, en fait. C'est où je vais. Chanel. Oui, ça peut être ça. Elle va s'appeler Chanel. Parle-nous de Chanel, Martin. Où je veux en venir, c'est que cette habitude-là qu'on prend, puis qu'en plus, là, tu viens juste de dire qu'il nous encourage à dépendre de lui, d'elle. J'ai pas le goût de dire de cette affaire-là, de cette entité-là. Mais mais ça a des conséquences réelles dans nos vies, dans notre entre-gens, dans notre façon d'entrer en contact avec les autres. Moi, je trouve que c'est pas anodin, puis c'est difficile de se positionner par rapport à ça. Moi, je fais de la slow recherche, là. Ouais. Et mettons que je veux faire des muffins aux bananes de pépite. Aux bananes de pépite. Vas-y. J'appelle ma mère, genre. Ouais, ça, c'est de la slow recherche. J'invente, là. Man, t'as peut-être de quoi? Non, mais tu sais, aller dans le sens opposé. Oui, finalement, c'est tellement nice à appeler ma mère avec un prétexte, puis finalement, ça fait un full bel échange. On parle de plein d'affaires, puis on raccroche, c'est comme, wow! Au lieu d'aller brrr, tu sais. Oui, ou à limite, faire brrr, mais en disant, y a-tu quelqu'un qui connaît quelque chose au Chablis? Genre.
sur ces projet réseaux qui habite sociaux. proche de chez moi. Non, juste parler à quelqu'un. C'est ça que je veux dire. C'est que l'intelligence artificielle, en fait, tout ce qu'il fait... Le tissu social, peut-être. Oui, mais il va juste... Il génère rien, là. Il va juste chercher quelque chose qui a déjà été dit par une personne humaine. Oui, tout à fait. Comme À qui je peux parler, ouais. je pense à mon projet, le 3e tome de la série là, des villages fantômes du Québec. La série s'appelle Les villages assoupis. Il s'appelle Escalana. Ça se passe dans le nord de la Mauricie. Puis, un des termes importants, c'est la spéléologie. Donc, j'ai parlé, sans surprise, à un spéléologue. Bon, vous pourrez me dire, on était en 2014, à l'époque de ce roman-là, donc j'aurais peut-être moins eu le réflexe là, de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, j'ose espérer que je recontacterai des spécialistes en spéléologie, tout comme quand j'ai abordé la chasse, la pêche, la taxidermie, mais peut-être pas avec des animaux, là. Ouais. Mais bon, je me suis arrangée pour aller chercher, aller chercher des informations auprès de gens, puis aussi avec des ouvrages documentaires. Mais ça, bon, ça fait partie de ce que j'aime. Là. J'ai toujours une pile de livres dans mes piles de livres au pluriel sur le bord de mon coin de lecture. Qui est plus justement des recherches un peu en sciences naturelles, là, comme en ce moment c'est sur la montagne, comme je vous disais tantôt. J'ai lu toutes sortes de choses, les constellations, la spéléologie, les baleines, en fait, tous les grands animaux marins. Ça dépend des projets. Tu sais, je trouve que ça fait partie, en tout cas en ce qui me concerne, là, du processus de création. Ouais. Là. Puis après, ça t'habite bien plus. Quand Non, mais je je trouve ta question est tellement bonne, Mathieu, puis c'est dans l'air du temps, puis tout ça, puis, mais c'est une question... Je sais que je la pose souvent. Non, mais c'est une question qu'on se pose pas. Ben, j'allais dire, c'est une question qu'on se pose pas assez souvent. Je pense pas qu'on se pose cette question-là assez souvent. Puis dans des processus créatifs où c'est tellement facile d'entrer, je sais pas comment ça s'appelle, là, quelques mots pour te faire nourrir, puis il va te donner toute une série. Alors que l'année passée, quand on parlait avec Roxane, puis là, bon, toi, tu viens de le dire, tu es allé à Bay James, Roxane, elle allait, elle nous racontait des histoires de personnes de notre entourage que je sais qu'ils existent, mais que j'ai pas rencontré. Fait que, tu sais, il y a ça dans l'art, je trouve, il y a comme un danger. Là, on se situe à un endroit de... Si on accepte cette proposition-là de pouvoir tout taper puis avoir la réponse qui est magnifique, à partir de laquelle on peut faire plein de belles histoires, on dirait qu'il y a quelque chose qui se perd. Puis comme Hugo le disait hier, à ce moment-là, si je fais ça, ben, ça devrait être écrit que pour telle information, je l'ai eu. Puis en même temps, on va avoir souvent cette impression, là, en français, on va parler un peu de vallée de l'étrange. Quand on est en contact, par exemple, avec du texte qui a été créé par l'intelligence artificielle, on se dit, voyons, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un petit décalage, il y a quelque chose de légèrement oblique dans notre lecture. Donc, c'est un petit peu comme de voir un robot qu'on a déguisé en être humain. Ah oui, je suis content. Tout le monde vit ça? Non, ça, je penserais pas que c'est tout le monde, mais les lecteurs, les lectrices plus aguerris, puis peut-être avec cette sensibilité-là, vont avoir l'impression d'étrangeté. Moi, j'ai vraiment ce feeling-là. Là. Puis, je l'ai, par exemple, il y a des couvertures de livres qui étaient réalisées par l'intelligence artificielle, puis c'était même pas... la maison d'édition ne le savait pas. Donc, elle publie le livre en question. Puis, les premières personnes qui ont vu le livre, et j'en faisais partie, avaient une impression d'étrangeté. Avoir l'œuvre qui était produite. Puis en art visuel, ça fait ça très, très souvent. Même chose, en lisant, c'est sûr qu'il faut prendre le temps aussi là, de s'immerger, mais dans cette espèce d'étrangeté qui va émerger des mots du non-humain. J'espère qu'on va garder cette sensibilité-là. Hey, mais ça ouvre une... Là, on est rendu où, là? OK. J'ai le goût, j'ouvre cette porte-là, puis on n'est pas obligé d'aller dedans. On peut la refermer tout de suite. Mais non, mais... Il fait souvent ça. Non, mais vous allez voir. Au pire, j'irai dans mon dromadaire. C'est ça. Puis moi, dans mon chameau. Mais je pense que vous allez comprendre si je suis capable de faire une formulation comme il faut avec ce qu'il y a dans ma tête, là, le rapport à l'analphabétisme pour un écrivain, une écrivaine. Comment tu abordes ça? Le fait qu'il y a quand même 52% de la population au Québec qui est analphabète fonctionnel, donc qui est capable de lire des mots, mais qui ne comprend pas. Ça, c'est plus que la moitié de la population, déjà. Donc, lire un roman, c'est pas évident, ou en tout cas de le comprendre puis de le lire. Fait qu'en tant qu'écrivaine, est-ce qu'il y a quelque chose...
C'est quoi tu veux dire? Ben, Qu'elle prend de prendre conscience. Ben, tu sais, on parle souvent, quand on parle avec des écrivaines, on leur demande si, je sais pas, sont conscientes de leur lectorat. Tu sais, est-ce que quand tu écris pour qui? Est-ce que tu écris pour toi? Est-ce que tu écris pour les autres? Mais là, le fait que, tu sais, quand même, une personne sur deux est analphabète fonctionnel. Comment? En fait, ça m'est venu là, à cause de cette discussion-là, mais c'est quelque chose dans mon propre cheminement qui me questionne beaucoup. Mais en tant qu'écrivaine, tu sais, c'est la moitié de la population qui peut-être n'a pas accès à ce que tu écris. Comment ça se place dans ton... Oui, mais j'ai une conscience assez aiguë du fait de cet analphabétisme-là. Puis j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs projets avec un organisme en alphabétisation à Trois-Rivières qui s'appelle Concept. Donc, c'est la Maison de la solidarité. Puis c'est justement des groupes en alphabétisation avec qui on va travailler soit la poésie ou le texte court, donc la nouvelle. Et puis, donc, je les ai rencontrés pendant des années, puis j'espère avoir encore l'occasion de le faire. Parce qu'il y a tout un volet professionnel, dans mon cas, qui appartient peut-être un petit peu plus au passé, mais qui était lié à l'enseignement. Donc, c'est une forme d'enseignement avec des gens en alphabétisation. Et puis, je pense à eux régulièrement. Puis, c'est drôle parce qu'au Salon du livre de Trois-Rivières, il y a aussi, on les appelle les participants, les participantes, là, les gens présents dans ces groupes-là. Donc, il y a un participant, une participante qui sont venus me voir. Et puis, je voyais aussi tout le cheminement aussi. Un cheminement qui peut être parfois très long. Là. Il y en a qui suivent le programme pendant 5, 6, 7 ans et qui ne vont pas nécessairement venir me lire. Mais j'ai toujours eu un peu plus l'impression que à peu près tout le monde autour ne me lisait pas et que j'étais un peu... puis même des fois, en Salon du livre, quand on m'arrive, j'ai lu ton livre, j'ai adoré ça, il faut que je me retienne de ne pas faire « Ah! » Alors, j'ai toujours pensé que c'est quand même préférable de travailler son humilité comme auteur, comme autrice, et de ne pas se retrouver un samedi soir à lire son propre livre avec une bouteille de vin puis à dire « Ça cogne! Ouais. » C'est bon. Et puis de plutôt, de moins avoir d'attente par rapport à ça, puis de vraiment pas, même si à Trois-Rivières, ça fait une vingtaine d'années que je suis impliquée dans le milieu culturel, mais ça arrive 3 fois par année qu'on me dit « Hey, toi, Ariane Gélina! » Faut pas s'attendre à ça, là. En plus que j'ai un sosie à Trois-Rivières. Donc, elle se le fait demander, elle, là, pour 1 ou 2 fois. Fait que là, après, il en reste 2 pour que je me le fasse demander. Mais tu sais ça, t'es quand même consciente parce que, bon, t'as travaillé dans le milieu, mais c'est pour moi, en tout cas, c'était comme, tu sais, là, c'est comme le contraire de l'IA, quelque part. Là, on est en train d'avoir des machines qui nous vomissent du mot, puis de l'autre côté, tu as beaucoup de monde qui struggle là, à essayer de... Puis je tiens à travailler avec justement différents, je vais le dire comme ça, différents niveaux d'alphabétisation chez des personnes variées. Donc, des groupes en alphabétisation. J'ai aussi fait des rencontres primaire, secondaire, moins, là, parce que mes livres ont quand même une certaine intensité mature. Donc, cégep. Intensité mature. Oui. Ouais. J'aime ça. Vous lirez ça, là. Je fais pas des petites astérix quand il y a des passages plus audacieux. Oui. Donc, j'ai hâte de savoir si je suis mature. Mais ça va sûrement dépendre des projets. Donc, j'ai beaucoup rencontré des groupes de cégep, puis aussi à l'université, y compris à l'université spécialisée. Donc, j'ai vu tout le spectre de, justement, je commence à apprendre à lire et je suis ultra spécialisée en littérature, puis je projette de faire une thèse. Intéressant. Donc, j'ai pu voir tout le spectre, mais puis en même temps, je suis consciente que comme je suis passée par le parcours littérature, puis j'ai un doctorat, j'ai une thèse, c'est sûr que ça va venir teinter un petit peu qui je suis, ma façon de m'exprimer, la manière que je vais écrire, mais j'essaie le plus possible d'être accessible. Oui, c'est tough, là. Tu marches sur... tu sais, je veux dire, tu t'équipes pour être hyper performante avec les mots, puis, mais tu es dans un monde où, je veux dire, c'est pas ça la réalité de la plupart des gens. Fait que, tu sais, c'est... Mais j'aime ça. J'aime la discussion. Il n'y a pas de... Tu sais, je m'attendais pas... Pas de finalité. Non, c'est ça. On a pris ta porte. Belle porte. Ouais, mais merci. Merci d'être allé là. Vous avez un point commun que vous ne savez pas, hein? Moi, je le sais. Ah, c'est quoi? Yellowknife. Hein? Ouais. T'as-tu passé par Yellowknife? Ben oui, parce que pour le roman L'envers des forêts... Peut-être dans le livre, tantôt, quand je t'allais la chercher. Ça s'inscrivait dans un voyage à destination du Yukon et du territoire des Nord-Ouest. L'envers des forêts se passe au territoire du Nord-Ouest. Les yeux à Martin Berry. Mais
Je tenais absolument, donc c'était un voyage que j'ai fait avec mon amie Andréane, et puis je tenais absolument à ce que toutes les deux, on visite le Yukon, donc Dawson City, bien sûr, et Yellowknife. Et on était atterris, je t'en parlais tout à l'heure avant qu'on enregistre, on était atterris à Yellowknife. Comme je lui disais, j'ai toujours rêvé de voir des aurores boréales. Je suis abonnée à 2-3 alertes, puis je reçois des alertes, puis là, je sors dehors à Trois-Rivières, il y a trop de pollution lumineuse, j'en ai jamais vu de ma vie. J'ai même écrit une nouvelle dans mon recueil de nouvelles Noire Saison sur une tempête magnétique avec des aurores, mais il a fallu que je regarde des photos, que je demande des témoignages à des gens qui ont déjà vu des aurores. Puis là, j'arrive à Yellowknife, puis on me dit que la nuit précédente, il y a eu un spectacle d'aurore éblouissante, là, qu'à 20 h du soir, là, tout le monde était dehors, même pas besoin d'être dans le fin fond là, d'un shack à 3 h du matin, là, que c'était merveilleux. Puis là, moi, je regarde, je suis sortie les 2 autres soirs à Yellowknife, absolument rien, là, même pas de poussière, de tempête magnétique, quoi que ce soit. Donc, effectivement, ça fait partie des beaux souvenirs. Puis, on est allé faire de la randonnée aussi au Yukon. Je ne pourrais pas, avec quelques montagnes. Il y a une autoroute qui est un petit peu dangereuse. On a fait une partie de la Dempster. On était en petit groupe. On trouvait que l'occasion était belle. En fait, on est parti, comme on était 6-7, c'est comme un voyage organisé, mais on est tellement loin des voyages organisés, vous vous en doutez. Là. Organisé parce que t'es pas tout seul. Là. C'est à peu près ça la définition d'organisé. Puis, le guide avait apporté un lunch. C'était ça, l'organisation. Bon. Pour lui. Pour tout le monde. On a fait une bonne partie. On a fait la journée jusqu'où on ne s'est pas rendu au complet, bien sûr, là, parce que c'est trop long. Là, mais je reste fascinée aussi là, par les routes. Et puis par les routes qui sont pas évidentes. Donc, ça fait. Et toi, t'es allé en avion. Oui, mais après ça, on a roulé sur la Dempster avec le petit groupe. Oui. Mais j'en ai fait aussi par voie terrestre, des routes pas évidentes, comme la Trans-Taïga, la route qui mène à Fermont. C'est une des plus épouvantables, la 389. Oui. Ils donnent un autocollant, j'ai survécu à la 389. Ouais. Il y a des t-shirts. C'est tellement vrai, là. Ouais. Après 12 heures, c'est plus des nids de poules, c'est des nids d'albatros ou de balbuzard. C'est comme choisi ton balbuzard. Mais oui. Alors ça fait partie. Puis là, puis récemment, encore une fois, on me disait non, Ariane, tu sais pas, il y a la pire route, ça serait, semble-t-il. Puis je pense que c'est Yukon, territoire du Nord-Ouest, la Canal Trail. Puis là, c'est une route qui aurait comme 80 ans, qui est plus entretenue, puis que tu peux juste faire à vélo, là, mais encore là, il y a des autos qui s'aventurent. Une route fantôme. Quand même, il faudrait peut-être que j'écrive là-dessus. Mais bon, avant ça, il va falloir que je retourne à mon bateau, puis aux autres projets qu'on parlait tantôt. On essaie-tu de ramener ça à une conclusion? Moi, elle dit qu'elle avait juste 4 projets, mais ça marche pas avec le récit. Je pense que tu as plus de projets en cours que tu penses, mais tu regarderas ça plus tard. Si chaque personne dans ta tête a 4 projets, là, ça commence à faire du projet, mais je veux dire, c'est pas notre problème rendu là. Ça va, je suis sereine. Pour vrai, là, c'est tellement le fun de parler avec des auteurs, des autrices. Pour vrai, vous êtes une espèce de bébite à part. À date là, de celles qu'on a rencontrées, c'est un monde. Mais puis rentrer dans parce que votre job, ou en tout cas votre passion, c'est de nous nourrir avec des histoires, avec des mots, avec. Puis vous êtes bonne là-dedans. Oui, c'est ça. Mais là, d'avoir accès. Moi, je me sens hyper privilégié d'avoir accès à un peu l'envers du décor. Parce que c'est un peu ça. Puis je sais pas, comment tu sens, on n'a pas beaucoup parlé de tes livres, on n'a pas... puis oui, on a parlé, en fait, on n'a parlé que de ça, d'une certaine façon. Là, mais on n'a pas nommé tous les titres. Puis tout ça, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, puis je te trouve très généreuse de ton... Tu nous as expliqué par où tu passes, puis moi, ça me fascine. Là. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Après ça, je sais pas toi comment tu te sens par rapport à partager ça, mais c'est super généreux. Puis moi, ça me donne... Je suis pas un lecteur de romans tant que ça dans la vie, mais quand on dirait que lire un roman en m'imaginant qu'est-ce qu'il y a en arrière des mots, là, au-delà de la personne qui est dans son... Ça te donne le goût de... Tellement. J'ai vraiment... Là, c'est comme si je lis un de tes livres, là, j'ai l'impression que je le lirais. C'est clair que je le lirais pas comme si. Tu l'avais pas comme là 2 heures. Oui, mais tu vas percevoir le mouvement là, après tous les sujets qu'on a abordés. Puis il y a aussi le fait, ça, on l'a pas mentionné, mais qu'on travaille en collaboration. Ça également, là, ça va être une autre façon là, de créer. Puis à peu près
la majorité de mes derniers projets aussi sont en collaboration. Fait que ça, c'est autre chose. Des romans en collaboration ou... Ben, les 3 plus récents, donc il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Noire Saison. Donc, c'est en collaboration. C'est dans le roman plus policier criminel. Donc, avec Maureen Martineau. C'est notre 2e projet de 3. Ça, c'est un de mes 4 projets qui s'en vient. Donc, puis pour Noire Saison, en fait, c'est de la criminalité au féminin, pluriel. Donc, avec plusieurs criminelles femmes dans des lieux isolés avec les désastres écologiques qui jouent des rôles dans les crimes, qui vont soit les favoriser ou les révéler selon les histoires. Donc, on ne sait pas ce que peut faire une avalanche. Hey, si vous écoutez en audio, allez voir la vidéo de Capti Média pour voir la face à Martin. Non, mais on dirait qu'il a avalé son micro. Mais non, mais... Oui, continue. Ou sinon... Elle nomme ça comme si c'était full sein, mais il y a comme... Ça, non, mais ça se déplie tout bas, tout côté, puis j'essaie de m'imaginer. Là, c'est parce qu'on a dit, on essaie de conclure. Oui, mais continue. Non, je trouve ça... justement sur le fait de travailler en commun. Donc, un autre projet en commun qui est mon plus récent, c'est Vespéral. Je l'ai évoqué tantôt là, avec les Chablis. C'est avec Raphaël Béadan. Ça, c'est de la randonnée, histoire de randonnée et de rupture amicale à l'Acropole des Draveurs dans Charlevoix. Et puis aussi, ça met de l'avant ma passion pour les randonnées aléatoires. Ça, c'est une application que tu dis, moi, je veux n'importe quel point dans un rayon de 5 km. Puis là, l'application t'envoie là. Fait que je me suis ramassée dans toutes sortes de forêts, de boisés, de Trois-Rivières, puis de ruines étranges. Fait que bon, on s'est intéressé à ça. Donc, 2 projets dans mes plus récents en collaboration. On parlait aussi, il y avait la bande dessinée La Cité oblique avec Christian Quesnel. Donc, une bande dessinée, c'est forcément en collaboration lorsque c'est réalisé par 2 personnes. Ça, c'était sur Lovecraft dans la ville de Québec avec l'histoire de la Nouvelle-France et L'Envers des forêts. Celui-là, il était tout seul. Donc, ça, c'est le roman là, qui se passe dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, ces dernières années, j'ai pas mal travaillé en collaboration. Puis justement, en début de balado, on parlait d'aller à la rencontre des lecteurs, des lectrices en salon du livre, tout ça, de dialoguer. Ben, ça rejoint beaucoup ma démarche ces dernières années, une volonté de dialogue. Même dans mon travail au quotidien, c'est ça aussi. Là. C'est de parler de la création, d'aider les autres, de travailler avec d'autres personnes. En résidence des écoles, comme tu as nommé tantôt. Oui, oui, avec le Cégep de Jonquière, c'était beaucoup ça. J'accompagnais des étudiants et des étudiantes dans leurs projets de création aussi. Je leur faisais écrire des textes, on faisait des ateliers, je faisais des présentations sur toutes sortes de sujets, du fantastique, en passant par la littérature québécoise. Donc, c'était au gré des demandes. Je pouvais aussi parler de bande dessinée. Alors, tout ça était vraiment modulé pour travailler ensemble parce que j'ai beau avoir un petit côté farouche, ben, des fois, je suis capable un peu de le cacher. Et puis surtout que j'ai tellement envie de partager que, bon, là, je peux pas rester juste farouche. Il faut que je sorte de mon dromadaire. Tu as très bien caché ton côté farouche aujourd'hui. Je suis d'accord. Hey, quelle belle rencontre. Ouais. Merci d'avoir pris ce temps-là. C'est tellement apprécié. Très agréable. Puis j'ose dire, si vous nous avez écouté en audio, c'est peut-être trop tard pour le dire, mais le balado il est disponible en vidéo. Puis on est dans un lieu, quand même, on est dans un lieu exceptionnel. Là. C'est la ruelle à Bonaventure. On va le dire au début aussi, puis la ruelle. Moi, je pense aussi, qu'on l'a dit au début. En tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Ariane, puis bon séjour à Bonaventure. Bon karaoké. Ouais. Ah oui, je vais aller pratiquer mes tunes. Comment ça, pratiquer? Tu pratiques des... T'as le droit de pratiquer des tunes au karaoké? Ben, c'est très... Non, mais c'est même très souhaitable. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, ton affaire. Clairement. My God, OK. Alors, vous ferez une collaboration. Ben oui, parce que quand on est un petit peu traumatisé, il n'y a rien de mieux qu'un duo ou un trio. Oui, pour reprendre confiance. Ouais. Quelle tune qu'on pourrait chanter? Parce que là, tantôt, tu m'as dit que dans mon registre, tourne la page, c'était pas dans mon registre. Non, tu peux pas essayer Dream On d'Aerosmith non plus. Tu peux pas faire I can't live. OK. Mais merci Mathieu, Martin et David pour cette belle rencontre. Merci. Média, la ruelle. Yes.